Bonjour Didier Chaudet, vous êtes un géopolitologue et spécialiste du monde persanophone, de l'Asie centrale, de l'Asie du Sud et notamment sur le Pakistan, Inde et le mont Himalayenne, chercheur rattaché à l'Observatoire de la Nouvelle-Eurasie. Et nous vous remercions bien d'avoir accordé à RFI, rédaction en vietnamien, cet entretien. Voilà. Merci à vous. Merci, bonjour. Pour ma première question, depuis le début de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, le président chinois Xi Jinping garde toujours le silence. Et comment interprétez-vous cette attitude du dirigeant chinois? Que disent les journaux officiels sur cette guerre en Chine? En fait, c'est une approche extrêmement intelligente parce que on imagine que le silence du côté chinois serait quelque chose de gêné, une incapacité à prendre le leadership. Mais ça, c'est une approche occidentale de voir les choses. Mm. En fait, l'idée, c'est de laisser les Américains continuer à faire des erreurs, erreur après erreur, et permettre le contraste présenté par la Chine d'apparaître aux yeux de tous, notamment dans le Sud global. La Chine ne crée pas de problème, la Chine ne provoque pas de nouvelles guerres, la Chine ne déstabilise pas le monde tel qu'il est, ce sont les États-Unis qui le font, ce sont les États-Unis qui détruisent le système international qu'ils ont eux-mêmes aidé à créer après la Deuxième Guerre mondiale. Mm. Quand on regarde les médias chinois, en fait, ils ont été très neutres. La grande majorité des médias chinois, il y a eu une montée en puissance de l'analyse par rapport à l'Iran immédiatement après le début de la guerre, Mm. mais en fait, le discours a été en grande majorité neutre dans les médias d'État, mais aussi du côté des vlogueurs. Peut-être que du côté des vlogueurs, il y a eu un peu plus de discours pro-Iran, Mm. critique de l'Occident, critique du néo-impérialisme, Mm. un peu plus de discours humanitaire aussi. Vous pouvez avoir quelques voix éparpillées qui vont avoir un discours plus pro-américain, mais ils ont très peu d'impact aujourd'hui. D'accord. Il y a eu un cessez-le-feu et une courte négociation entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, au Pakistan. Et cette négociation a échoué, mais on a parlé beaucoup d'un rôle discret de la Chine dans cette médiation pakistanaise. Et puis la chaîne CNN a cité des sources de renseignements américains disant que la Chine s'apprêterait à envoyer des armes à l'Iran dans quelques semaines. Et M. Donald Trump menace la Chine d'instaurer des droits de douane de 50% en cas d'aide militaire à l'Iran. À quoi joue la Chine dans cette partie de poker selon vous? En fait, là encore une fois, on s'appuie sur une source américaine qui critique la Chine, donc rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est quelque Hmm. chose d'assez classique. On se souvient que ce sont les mêmes médias américains qui nous disaient qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, donc c'est pour ça que je suis relativement circonstancié sur ce genre de choses. Hmm. Malgré tout, d'un point de vue très réaliste, ça ferait sens. Parce qu'en fait, sans aller trop loin, sans fournir énormément d'armes, si l'Iran réussit à se défendre et à se défendre bien, les Américains seront forcés de revenir à la table des négociations. Parce que là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à Islamabad? Il y a eu un énorme travail fait par les Pakistanais. Non seulement ils se sont appuyés indirectement sur la Chine, mais ils se sont appuyés sur une coalition d'États de force moyenne ou de puissance moyenne dans le monde musulman. Ils sont appuyés sur la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte. Ils ont fait venir leur ministre des Affaires étrangères à Islamabad. Ils se sont mis d'accord ensemble et ensuite le ministre des Affaires étrangères pakistanais est allé en Chine pour dire en gros ce qui avait été discuté entre eux quatre. Donc en fait, on avait un soutien discret de la Chine Hmm. à la possibilité d'un discours et on avait le cœur du Moyen-Orient musulman encore indépendant, encore un petit peu bien organisé, qui se mettaient d'accord pour essayer de trouver la paix. Hmm. Et les États-Unis n'ont donné à cette coalition-là que 24 heures.
Donc en fait, déjà pour l'image des États-Unis, c'est assez limite, parce que ça prouve qu'en fait, très clairement, ils sont toujours dans une logique unipolaire. On va imposer notre point de vue. Ce que les Américains veulent de la part de l'Iran, c'est qu'elle devienne le Venezuela, quasiment une semi-colonie diplomatique. Mm. Ça ne marche pas avec les Iraniens, parce que l'Iran n'est pas le Venezuela. L'Iran n'est pas contrôlé par un seul homme, c'est une structure qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais qui est partagée, qui est quand même soutenu par au moins, je dirais, 20, 30 à 35% de la population iranienne qui est engagée dans une logique logique en tout cas anti-impérialiste. Donc, du coup, les Iraniens ont cette capacité de se défendre et en fait, tout le fonctionnement militaire iranien depuis à peu près 25 ans, ça a été de renforcer les passes d'Aran. Quand on dit que l'armée régulière a été mise en déroute, ça, on le sait déjà parce que l'armée régulière ne reçoit pas beaucoup d'argent en fait de l'État iranien. L'État iranien savait très bien que dans une guerre avec les États-Unis, ils ne peuvent pas tenir. Mm. Par contre, voulaient s'assurer de rendre la situation tellement impossible aux Américains que ces derniers perdraient une guerre d'invasion. Mm. Et c'est pour ça que les Pasdaran ont tous les moyens militaires nécessaires. Aujourd'hui, pour les Chinois comme pour les Russes, une défaite totale rapide de l'Iran serait véritablement problématique. Mm. Je pense que beaucoup de gens en Chine sont très prudents, en fait, ils ne veulent pas forcément énormément aider. Vous avez un débat en interne. Et est-ce que des armes ont été envoyées à l'Iran? Je n'en suis pas sûr à 100%. Ça ne serait pas particulièrement choquant, ce serait même réaliste. Mais vous avez beaucoup de gens en Chine aussi qui sont extrêmement prudents dans leur façon de gérer les choses. Mais en fait, à cause de l'attitude américaine, Mm. ceux qui veulent une attitude plus offensive et plus anti-impérialiste à Pékin peuvent enfin se faire entendre parce que Trump est tellement extrême dans sa façon de fonctionner que un certain nombre de Chinois commencent à se dire, mais après tout, oui, la logique un petit peu de guérilla anti-occidentale, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ouais. Et si, dans le cas si les États-Unis ne parviennent pas à rouvrir le détroit d'Ormuz, mais que Xi Jinping persuade l'Iran à le faire, quelles seraient les conséquences pour les États-Unis et les pays du Golfe? Et pensez-vous que la Chine est en position dominante dans un éventuellement un règlement diplomatique? Et si la Chine peut jouer le rôle de garant, qu'est-ce qu'elle demandera en échange? En fait, la logique chinoise, c'est toujours de dire, et ça on l'a vu dans d'autres actions diplomatiques au Moyen-Orient, quand ils Mm. ont rapproché l'Iran de l'Arabie saoudite, le but était de traiter les autres acteurs comme des adultes, pas comme des enfants qu'on forçait à agir, Oui. mais en leur disant, si vous voulez la paix, nous, on vous aide, on apporte quelque chose. D'ailleurs, les Chinois là-dessus avaient eu un impact assez modéré, parce que c'était la diplomatie irakienne qui avait Mm. poussé à ce rapprochement, mais la Chine a juste apporté une caution. Là, ici, ça serait un petit peu la même approche. Nous sommes prêts à soutenir une stabilisation. Bien sûr, si les choses peuvent se faire diplomatiquement, les Chinois apporteront forcément leur soutien parce qu'eux ont besoin de ce statu quo. Non seulement eux, mais tous les pays asiatiques. Mm. L'Inde, le Japon, la Corée du Sud, des pays qui ne sont pas forcément de grands amis de la Chine en Asie, se retrouvent du côté chinois en fait. Ouais. Déjà aujourd'hui, les Indiens commencent à discuter avec les Chinois pour gérer un certain nombre de choses qui pourraient manquer à cause de la fermeture des détroit d'Ormuz. Parce qu'il ne faut pas oublier que la fermeture des détroit d'Ormuz, c'est pas qu'une question de pétrole, de gaz, c'est aussi un certain nombre de produits chimiques qui aident à cultiver la terre, entre autres. Sans ces produits chimiques, la Terre peut nous fournir de la nourriture pour 2 milliards de personnes, pas pour 6. Donc si les choses continuent à fonctionner de cette façon-là, si le détroit d'Ormuz ne s'ouvre pas, et ça il faut vraiment que les auditeurs et vietnamiens et français le prennent en compte, dans quelques mois, on va entendre parler de famine dans les pays du Sud. Et, et ce manque de nourriture va arriver aussi dans les pays du Nord. Il ne faut pas que les auditeurs français se disent, nous, ça ne nous concerne pas, ça nous concernera à deux titres. Une poussée migratoire et une poussée de problèmes même agricoles en France même. Et au Vietnam, la situation pourrait être encore plus tragique. Les Chinois se sont mieux protégés sans doute. Depuis la guerre des 12 jours, ils ont bien compris que ce jour-là allait arriver, que le détroit d'Ormuz allait être fermé. Mais en fait, très clairement, dans cette situation diplomatique, si la Chine réussit
à obtenir diplomatiquement ce que les Américains n'ont pas réussi à obtenir par la force, pour tous les pays du Sud, la Chine sera le leader incontesté Mmh. du monde post-guerre en Iran. Et qu'est-ce que la Chine demandera en retour? Elle n'aura strictement rien à demander. Ils auront prouvé qu'ils étaient les adultes dans la pièce, comme on dit en anglais, face à des Américains et face à des Européens qui ont été suivistes, qui ont parlé, mais sans agir, encore une fois. Sauf qu'aujourd'hui, parler sans agir, ça a un coût énorme. Encore une fois, des gens risquent de mourir de faim dans quelques mois si la situation continue telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, mais si on regarde certains détails comme le droit de passage du détroit à payer en yuan, peut-on dire que les conséquences de la guerre actuelle seraient plutôt positives pour la Chine à long terme? Ça veut dire peut-être un jour, il n'y a plus de pétrodollar, mais c'est les pétro-yuan, par exemple. Totalement. En fait, encore une fois, pourquoi la Chine ne parle pas trop fort? Pourquoi il n'y a pas de la suractivité du côté de la diplomatie chinoise? Parce qu'on n'arrête jamais un ennemi quand il est en train de se tirer une balle dans le pied. Mm. Et là, à ce niveau-là, enfin, les Américains n'ont plus de pied parce qu'ils n'arrêtent pas de faire erreur après erreur. Et en fait, de fait, quand les choses se calmeront, si elles se calment, très, très, très probablement, on va évoluer vers un monde post-dollar. On va évoluer vers un monde post-américain, encore plus du côté du Moyen-Orient. Parce qu'il faut aussi prendre en compte que tous les pays qui ont misé sur la protection américaine pour se défendre et pour se stabiliser, les Émirats arabes unis, le Qatar, Mm. l'Arabie saoudite, ont misé sur le mauvais cheval. Je ne suis pas certain que les Émirats vont se relever, notamment des bombardements iraniens. Bien sûr, ils vont en vouloir aux Iraniens également, mais la vérité est que les Émirats arabes unis s'étaient totalement alignés sur les États-Unis et sur Israël, et cela ne leur a donné aucune protection. Les gens qui ont les moyens aujourd'hui aux Émirats s'échappent des Émirats. Je suis toujours marqué en tant que personne qui connaît bien Hong Kong du fait qu'on nous a présenté Hong Kong de façon assez tragique, alors qu'en fait on y vit très bien. Et on attend sans doute avec impatience tout cet argent qui était déversé vers les Émirats et Mm. vers le Qatar qui va aller vers Singapour et vers Hong Kong. Alors qu'on parle très peu du fait que maintenant les Émirats arabes unis, le Qatar peut-être aussi également, ne seront plus les forces économiques qu'elles ont été encore tout récemment à cause de cette politique américaine, israélienne et donc en réaction iranienne. D'accord. Et le 6 capital, le 9 avril, a parlé d'un éventuellement axe pétrolier Chine-Iran-Russie qui contrôlerait 30% du pétrole mondial. Si cette hypothèse se confirme, selon vous, est-ce que ce serait une fin brutale pour l'hégémonie des États-Unis? Vous savez, en fait, il y a un certain nombre d'analyses toujours qui vont dans ce sens de bloc contre bloc. Alors Mm, que à Pékin, à Moscou et à Téhéran, en fait, on a compris qu'on était des alliés de circonstance. mm, Ça n'est pas totalement impossible qu'on voit ce bloc apparaître, mais s'il apparaît, c'est qu'il a été forcé par les Américains et par l'ineptitude américaine, l'ineptitude européenne, l'incapacité européenne d'exister de façon indépendante. Ça serait uniquement dans ce sens-là qu'on pourrait voir un tel bloc apparaître. mm. Parce que de fait, les Russes protègent leurs propres intérêts. Les Chinois ne se sont jamais totalement alignés sur la Russie. Ils ne voulaient pas que la Russie s'écroule, mais ils n'ont pas applaudi à l'invasion de l'Ukraine, contrairement à ce qui peut être dit par des personnes à Paris qui, en fait, ne connaissent ni l'Iran, ni la Chine, ni la Russie, donc qui tiennent un discours idéologique. Mais de fait, aujourd'hui, ce sont des pays qui sont tellement ciblés par le camp occidental qu'ils pourraient être tentés en retour de former ce bloc-là. Mais ce bloc-là n'a rien d'une évidence. Ce sont des pays qui ont des intérêts qui ne sont pas à 100% convergents. Les Chinois sont beaucoup plus partisans d'un statu quo, d'un certain calme à l'international, que les Russes et maintenant que les Iraniens. Parce qu'en fait, dans le monde tel qu'il est, Mm. la Chine gagne. Par la paix, la Chine gagne.
on a toujours peur de ce qui pourrait se passer avec Taïwan. Je suis choqué que les médias français amènent les Français à avoir beaucoup plus peur pour ce qui va se passer à Taïwan que beaucoup de pays en Asie. En fait, quand on connaît un peu Taïwan, Taïwan n'est pas l'Ukraine. Et dans un monde totalement dominé par la Chine, je ne serais pas totalement étonné de voir les Taïwanais réussir à trouver un deal avec la Chine, en gardant une certaine indépendance, mais en étant du côté des vainqueurs. Ça ne serait pas totalement choquant. Ah oui, d'accord. Et il y a un autre aspect économique. Beaucoup de spécialistes parlent de l'électricité yuan. Ça veut dire, connaissant la position dominante de la Chine dans les énergies renouvelables, est-ce que l'industrie chinoise pourrait tirer profit d'une crise de cette ampleur? Ah, c'est déjà le cas. En fait, si on regarde les chiffres de cette année, allez, c'est 4 cinquièmes de la production qui est liée à l'énergie solaire, Hmm. globalement, d'un point de vue manufacturier, qui est fait en Chine. Vous avez aussi une domination de la Chine sur toutes les machines électriques, sur toutes les voitures électriques. Avec ce qui se passe en ce moment, ben, vous avez des gens, y compris au Moyen-Orient, qui déboursent de l'argent pour pouvoir acheter des panneaux solaires en Chine. Je sais il y a un boom Hmm. d'achat de ce type, par exemple en Irak. Hmm. Parce que l'Irak a du pétrole, mais a besoin de gaz naturel et a besoin d'énergie pour raffiner son pétrole. Hmm. Et là, en ce moment, ça n'est pas possible parce que tout le circuit traditionnel a été gêné par ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on a vu aussi les pays voisins de la Chine, autour comme Thaïlande, Vietnam, ils sont comment dire, en train d'accélérer vers l'énergie Ah, renouvelable aussi. totalement. Et c'est essentiel parce qu'encore une fois, avec la politique américaine que les Européens laissent faire, pour les pays asiatiques qui sont totalement dépendants du pétrole et du gaz venant du Moyen-Orient, il faut rattraper le retard. Et en fait, la Chine a montré l'exemple parce que déjà, la Chine n'est pas dépendante autant que d'autres pays asiatiques Mm. du pétrole et du gaz venant du Moyen-Orient. Et notamment ces énergies renouvelables ont totalement changé la donne du côté chinois et en termes de pollution et en termes d'indépendance nationale. En effet, ici, la Chine a montré la voie et en fait, contrairement au discours que j'ai pu commencer à entendre juste avant la guerre sur le thème les Chinois vont imposer une certaine dépendance à un certain nombre de pays parce qu'ils vendent en termes de produits, de panneaux solaires, etc. Quand vous achetez un panneau solaire, vous l'achetez une fois. Mm. Vous n'avez pas besoin d'en racheter régulièrement du gaz, du pétrole. Et quand le gaz et pétrole est tenu d'un côté par les États-Unis et de l'autre, vous faites un achat une fois et vous êtes relativement indépendant, il vaut mieux être acheté du côté chinois une fois et apprendre d'eux pour devenir indépendant que d'acheter à un prix exorbitant du pétrole ou de cet horrible gaz de schiste venant des États-Unis. Oui, d'accord. Et pour ma dernière question, du point de vue militaire, tout à l'heure vous avez abordé Taïwan et cette guerre contraint les États-Unis à puiser dans ces réserves situées dans la région Asie-Pacifique. Est-ce qu'une menace pour Taïwan est une perte de crédibilité des États-Unis vis-à-vis des alliés asiatiques, selon vous? En fait, d'après ce que je vois du côté chinois par rapport à ce type de questions, bien sûr, ils voient les difficultés américaines, mais ils voient aussi qu'ils ont une énorme force de frappe. Mm. Donc, l'idée de se dire, ah, ils sont tenus par l'Iran, donc on va pouvoir envahir Taïwan, ça, c'est vraiment trop simpliste. Ils savent très bien qu'en fait, euh, l'armée chinoise s'est améliorée, mais elle n'est pas parfaite. Mm. L'invasion de Taïwan, s'il y a un quelconque problème dans le processus, ils pourraient se retrouver face à une coalition en Asie menée par les États-Unis qui rendrait leur vie très difficile. Le Japon peut se nucléariser extrêmement rapidement. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où la guerre entre grandes puissances, quand elle commence, elle peut aller très loin, très vite. La Chine, le pouvoir chinois a un pacte social avec sa population. On vous a sorti en bonne partie de la grande pauvreté, on va essayer d'être encore, de se venger du siècle de l'humiliation encore plus et devenir une vraie grande puissance, redevenir véritablement le centre du monde. Et à mon avis, il y a un vrai débat en ce moment à Pékin entre ceux qui veulent frapper un peu plus fort, qui veulent être plus actifs, et les gens qui disent en fait, on a gagné
Mmh. Un petit peu comme les Romains face aux Carthaginois. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller frapper Hannibal, on le laisse s'épuiser, on le laisse avoir des problèmes et Oui. puis en fin de compte, on va gagner, par une guerre d'usure ou comme les Russes face à Napoléon. Je ne suis pas du tout persuadé et là-dessus, c'est un message que j'envoie aussi à vos auditeurs, français qui semblent avoir, une peur panique à peu près 2 ou 3 fois par an sur une invasion, chinoise de Taïwan. Mmh. On n'y est pas encore et peut-être que ça pourrait arriver en effet. Peut-être que dans le débat qui se fait en ce moment derrière porte close à Pékin, auquel aucun occidental n'a accès, donc toute personne qui en parle comme il sait dupe Mmh. les auditeurs, il faut être très clair. Peut-être qu'il y aura une invasion. Je n'y crois pas beaucoup personnellement. Je crois plus au fait que, les Chinois attendent que les Américains s'épuisent tellement à faire tellement de bêtises dans différents pays du monde, qu'à la fin, du côté taïwanais même, il va être de plus en plus clair que ça serait plus intéressant d'être du côté des vainqueurs. Il y a énormément de Taïwanais qui travaillent, à Shanghai, à Pékin, qui mènent une très belle vie, se marient localement. Je ne vois pas ces gens-là ensuite, se faire de la résistance à l'ukrainienne, sachant qu'on a beaucoup exagéré aussi, la Mmh. résistance à l'ukrainienne. L'Ukraine a réussi à tenir grâce aux armes, occidentales. Est-ce qu'aujourd'hui l'Occident a les moyens, a l'argent, parce que c'est une question d'argent et a la capacité militaire de soutenir l'équivalent à Taïwan, sachant qu'encore une fois les Taïwanais ne sont pas des Ukrainiens? J'ai d'énormes doutes. Merci infiniment pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci.